Alors, on continue. Donc, on a notre population dans laquelle on a une proportion P de naissance prématurée. Ici, P, c'est 6%. On a notre échantillon de taille N, en fait N vaut 400 dans notre exemple, et on a observé une fréquence de naissance prématurée dans notre échantillon. Cette fréquence, je l'appelle petit f, c'est la fréquence qui a été vraiment observée dans l'échantillon, et petit f vaut 12,5%. Nous, ce qu'on veut, c'est construire et observer le modèle mathématique associé à ce qui se passe. Nous avons envie de voir dans quelle mesure le hasard seul peut expliquer la fréquence petit f observée. Alors pour ça, on repart de notre modèle mathématique. On va donc considérer xn une variable aléatoire qui compte le nombre de prématurés, de naissances prématurées dans un échantillon de taille n. Voilà. Donc on imagine qu'on génère une variable aléatoire, on génère un échantillon de taille n selon le modèle donc correspondant à cette population. Donc on a une population dans laquelle la proportion elle est de 6%. On choisit au hasard des personnes dans la population. On choisit donc un échantillon de taille n et xn va compter le nombre de naissances prématurées de notre échantillon. On a donc juste le hasard qui intervient. On sait que x suit la loi binomiale, je le mets comme ça, de paramètres n et p. N, c'est la taille de l'échantillon. Et donc, je pourrais calculer la fréquence d'apparition de mes naissances prématurées. Il suffit de prendre le nombre de naissances prématurées de mon échantillon, c'est xn, et je divise par n. Ça, c'est la fréquence que j'obtiendrai dans mes échantillons théoriques, si je fais des échantillons selon ce modèle. Donc, chercher un intervalle de fluctuation asymptotique à 95%, c'est en fait chercher deux bornes, deux valeurs A et B, pour lesquelles la probabilité que xn se trouve entre A et B vaut 95%. Si je divise tout par n, ça revient au même que de chercher A et B pour que ma fréquence f indice n se trouve entre A sur n et B sur n. C'est pareil. Et je veux que cette probabilité, elle soit de 95%. Alors dans la deuxième vidéo, je vous ai montré comment on pouvait faire en utilisant la loi binomiale. C'est ce que vous faisiez en première normalement. Le problème de ce qu'on fait quand on utilise la loi binomiale, on l'a vu, c'est que quand on augmente la valeur de n, notre loi binomiale de paramètres n et p, et la distribution des fréquences qui y sont associées, eh bien c'est un diagramme en bâton qui a cette allure-là. Et on sait que quand on augmente la valeur de n, non seulement le diagramme se décale vers la droite, mais en plus il s'affaisse et nos probabilités sont de plus en plus petites. Et du coup, on a un modèle qui n'est pas fixe. Et si on a un modèle qui n'est pas fixe, c'est hyper compliqué d'aller confronter l'échantillon qui a été véritablement observé, la fréquence de 12,5%, avec le modèle qu'on obtiendrait juste avec les effets du hasard, puisque ce modèle, il bouge chaque fois qu'on change de valeur de n. C'est là qu'on va aller vers notre loi normale centrée réduite, vous imaginez bien. Alors, comment on fait pour aller de notre loi binomiale avec nos xn, en fait, vers notre loi normale centrée réduite? Eh bien, on va utiliser notre théorème de Moivre-Laplace. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on va partir de notre variable aléatoire xn. Notre variable aléatoire xn, elle a une distribution des probabilités qui ressemble à ça, imaginons. Et on va la centrer et la réduire. Pour ça, on va poser Zn égale à xn moins la moyenne mu sur sigma. OK. Alors, je vous explique vraiment ce qui se passe et la démonstration rigoureuse, je vous la ferai dans une 4e vidéo. Donc, notre variable Zn, elle va être centrée et réduite. Autrement dit, la distribution qui lui est associée, les probabilités qui vont avec, elles vont être centrées autour de 0 et réduites, c'est-à-dire qu'elles vont rester sous la forme courbe en cloche, même quand on augmente la valeur de n. Si vous vous rappelez ce que je vous ai montré pour la loi normale, on sait que quand n va augmenter, nos bâtons vont devenir de plus en plus denses, ils vont couvrir de plus en plus toute la surface qu'il y a sous la courbe associée à la loi normale. Centrée, réduite. Je ne l'ai pas très bien dessiné, je m'en excuse. Donc les Zn, la distribution des probabilités, c'est ce que j'ai dessiné en orange. Je vais appeler Z la variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite.
Donc l'intérêt de notre variable z, c'est qu'elle, elle va être avec un modèle fixe. Alors, donc z suit la loi normale de paramètres 0, 1. On sait trouver le U alpha pour lequel on a 95% des données qui se trouvent entre moins U alpha et U alpha. Je vais mettre moins U et U. Donc je sais, on l'a vu dans le chapitre sur la loi normale, que la probabilité que Z soit entre moins U et U, elle vaut 95% lorsque U est égal à 1,96. Alors, je vous l'explique avec le 95%, mais on aurait pu prendre une autre valeur ici. 1 moins alpha, peu importe. Ce qui veut dire que la probabilité que Z se trouve entre moins 1,96 et 1,96, elle correspond à l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses, ici. Et cette aire, elle vaut donc 0,95. Ok. Alors, vous voyez que ce qui est hyper intéressant avec cette loi normale, c'est qu'on sait trouver les bornes, et en plus, elles ne dépendent pas de n. Alors, c'est quoi le lien avec nos xn de départ? Eh bien, la probabilité que xn soit entre deux bornes que je cherche, je voudrais qu'elle fasse 95%. On sait que en centrant et en réduisant, ça va être lié à la probabilité que ma borne centrée soit plus petite que xn moins mu sur, alors je pourrais le faire comme ça, xn moins mu sur sigma, soit plus petite que mon b moins mu sur sigma. Ça va être la même proba. Et puis du coup, au centre, xn moins mu sur sigma, c'est zn. Donc ça va être égal à la probabilité que a moins mu sur sigma soit plus petit que mon zn, soit plus petite que mon b moins mu sur sigma. Et quand n devient grand, ce qui va se passer, quand n est suffisamment grand, c'est qu'on va pouvoir approcher ça par la probabilité que z, celle qui suit la loi normale centrée réduite. Donc, je reviens là. Zn, c'est notre distribution avec les bâtons. Et quand n devient grand, on approche la probabilité que Zn soit entre deux bornes par la probabilité que Z soit entre les deux bornes. Et donc, on va pouvoir approcher notre probabilité que Zn soit entre nos deux bornes. Bon, elles sont écrites d'une façon un peu particulière, mais ce n'est pas gênant. Par nos deux bornes pour la variable Z cette fois. Et donc, ces deux bornes, ben, on sait les trouver, c'est notre moins 1,96 et notre 1,96 en fait. Et on va pouvoir les utiliser. Donc, si je sais trouver mes bornes, moins 1,96, 1,96, pour ma loi normale centrée réduite, je vais pouvoir dire que c'est quasiment pareil pour Zn, à condition que n soit suffisamment grand. Donc en fait, mon Zn me donnera une probabilité de 0,95, donc de 95%, quand Zn va se retrouver entre moins 1,96 et 1,96. Donc je serai tout proche des 95% de ma loi normale. Ok, puis ensuite il suffit de remonter aux bornes pour x. Comment on fait ça? Alors, ben on va pouvoir remonter de Zn jusqu'à xn. Alors, comment on fait? Ben on va faire les opérations dans l'ordre inverse. Si j'ai mon Zn, c'est xn moins mu sur sigma, ici, qui est entre moins 1,96 et 1,96, qui vaut environ 95%. Et je voudrais encadrer mon xn, donc il suffira que je remultiplie par sigma. Ce sera plus petit que xn moins mu, plus petit que 1,96 fois sigma. Cette proba, elle est très proche de 95%, donc pourvu que n soit suffisamment grand. Et je vais rajouter mu partout. Donc plus mu, plus petit que xn, plus petit que 1,96 fois sigma plus mu. Et je sais que cette probabilité, elle vaudra environ 95%. Alors, comme moi je cherche une probabilité sur la fréquence, ben on va diviser par n, mais... Alors, ben, je vais tout diviser par n, donc je vais avoir probabilité que moins 1,96 fois sigma plus mu sur n,
petit que xn sur n, plus petit que 1,96 fois sigma plus mu sur n. Et cette proba vaudra environ 95%. Alors xn sur n, c'est donc ma fréquence fn. Et ma fréquence fn va se retrouver entre moins 1,96 fois sigma plus mu sur n et 1,96 fois sigma plus mu sur n dans 95% des cas. Alors, on va pouvoir faire les calculs parce que sigma et mu, on les connaît pour une loi binomiale. Xn suit la loi binomiale de paramètres n et p, donc mu, c'est la moyenne, c'est-à-dire l'espérance, c'est n fois p. Et puis l'écart type sigma, c'est racine de n fois p fois 1 moins p. Et donc, si on remplace ici, on va le faire tout de suite. Je remplace sigma par racine de np 1 moins p, mu par n fois p. Voilà. On va découper en deux, donc moins 1,96 fois racine de np 1 moins p sur n, plus np sur n que je simplifie par n. Et donc je vais me retrouver avec p, que je vais mettre en premier, moins 1,96 fois racine de n, racine de p, racine de 1 moins p, sur racine de n fois racine de n. Hein, mon n du bas, je l'écris racine de n fois racine de n. Du coup, je peux simplifier par racine de n. Et je me retrouve avec p moins 1,96, racine de p, racine de 1 moins p sur racine de n. Voilà. Et puis de l'autre côté, en fait, si on regarde, ben, j'ai la même chose, mais avec un plus au lieu du moins. Donc on va avoir pareil, mais avec un plus ici. Ok. Alors, avec ces calculs, on se retrouve avec un intervalle. Il faut que vous connaissiez la formule. P moins 1,96 racine de P fois 1 moins P sur racine de N. Et puis P plus 1,96 racine de P fois 1 moins P sur racine de N. Ça, c'est l'intervalle de fluctuation asymptotique à 95%. Ce qui signifie que la probabilité que notre fréquence Fn, elle appartienne à l'intervalle